Bien, on va reprendre nos travaux. Nous avons la chance d'avoir des éminents spécialistes. Deux éminents spécialistes, je le dis sans formalisme aucun, Jean-Paul Burdi et Jean-Marc Coux, qui vont nous parler de l'Iran et de la Turquie dans une intervention qui portera sur l'Iran, la Turquie, les États du Golfe et la crise du Qatar. Donc on voit bien que la crise syrienne n'a pas uniquement cristallisé une crise interne au pays du Golfe, mais également une crise régionale. Et c'est Jean-Paul et Jean-Marc Coux qui vont nous parler de cette problématique. Et tout de suite après, je donnerai la parole à Igor Delanoë, qui va nous parler de la Russie dans le Golfe. La parole, je la donne tout de suite à Jean-Paul, qui va débuter donc cette intervention 2 en 1. Je ne prononcerai pas la suite. Merci bien. Hégémonisme ou opportunisme? L'hégémonisme iranien a beaucoup été dénoncé ces dernières semaines. Lors du sommet antiterroriste de Riyad le 21 mai dernier, lors du voyage récent de M. Le Drian à Riyad, lors du passage récent du président Macron à Riyad également, auprès de MBS, avec une espèce de consensus apparent sur le fait qu'on a un hégémonisme iranien, une espèce d'expansionnisme régional, bon, en particulier. La question donc, que je voudrais évoquer brièvement, c'est qu'en est-il de la politique iranienne dans le Golfe? Donc je rappelle, à titre historique, que le Golfe, du point de vue des Iraniens, est persique. Forcément persique, aurait dit Marguerite Duras, à savoir que, bon, vous avez ici des timbres émis en 2006 par nos amis iraniens, qui ressortent de vieilles cartes fort anciennes. Sinus persicus, hein, c'est le Golfe Persique. Ce qui rappelle déjà une réalité fondamentale, c'est que les Iraniens contrôlent la moitié des rives du Golfe. Bon, je voudrais rappeler du point de vue géographique et historique. Depuis 1979, donc depuis la Révolution, la politique iranienne a connu des phases extrêmement variées. Ça allait du révolutionnarisme expansionniste et prosélyte au début, à des phases d'amitié, de bon voisinage. Donc des phases variées. Mais ce qui me paraît quand même caractériser la politique iranienne, la politique étrangère en général et la politique régionale en particulier, c'est la réelle politique la plus pure. C'est-à-dire que nos amis iraniens, l'État iranien, c'est un monstre froid, hein, c'est un monstre froid qui développe la politique de l'État iranien et les intérêts de la nation iranienne. Bon. Que s'ajoute à ça épisodiquement, de manière plus ou moins importante selon les dossiers, des facteurs idéologiques, des facteurs confessionnels, le chiisme, etc. Au fond, tout ça sont des éléments de mise en œuvre d'une grammaire de la réelle politique, avec des arguments de hard power, de soft power. L'essentiel, c'est que les intérêts iraniens soient défendus ou progressent. Bon. Le sultan Qaboos, donc qu'on a évoqué déjà à plusieurs reprises depuis hier, a eu une formule lors d'une rencontre avec un responsable américain en 2008, qui a été révélée quand les télégrammes secrets diplomatiques américains ont été révélés par Wikileaks, et The Guardian a publié l'intégrale de ce télégramme de l'ambassade américaine à Mascate. Le sultan Qaboos a dit à son interlocuteur « Iran is a big country with muscles and we must deal with it », c'est-à-dire, bon, c'est des gros bras, il faut faire avec, et puis il faut adapter notre politique régionale et bilatérale en fonction de ça. Là aussi, le sultan Qaboos est un grand réaliste, hein, depuis qu'il est au pouvoir en 1970. Et donc, pour finir cette introduction, je crois qu'il faut mesurer dans la politique régionale de l'Iran, dans le Golfe, mais aussi au sens large, c'est-à-dire y compris Irak, Syrie, etc., mesurer cette politique à la fois dans des engagements contraints, c'est-à-dire comment les Iraniens réagissent-ils à des situations qui les contraignent à réagir. Bon, exemple, prise de Mossoul par l'État islamique en 2014, qu'est-ce qu'on fait? Bon, intervention immédiate de la force Al-Rods, présence des Iraniens immédiate à Erbil, hein, au Kurdistan d'Irak. On dit souvent les Occidentaux ont sauvé Erbil dans l'été 2014. Je veux dire, les premiers arrivés sont les forces Al-Rods.
hein. On peut le rappeler. Donc, comment les Iraniens réagissent-ils à des contraintes qui apparaissent comme ça, ou dans quelle mesure ont-ils une exploitation qu'on peut qualifier éventuellement d'opportuniste de situations nouvelles qui se présentent à eux? Parce qu'il faut quand même rappeler, quand on entend tous les discours sur l'autre rive du Golfe, et y compris parfois dans certains cercles diplomatiques, y compris français, que l'Iran n'est à l'initiative d'aucun des grands changements ou bouleversements qui sont intervenus au Moyen-Orient depuis 2001, pour pas remonter avant. Je veux dire, les Iraniens sont pas responsables de ce qui s'est passé en Afghanistan en 2001, les Iraniens sont pas responsables de l'invasion de l'Irak en 2003, les Iraniens sont pas responsables de l'insurrection populaire des printemps arabes à Manama ou à Damas. Les Iraniens ne sont pas responsables de l'irruption de l'État islamique en 2014. Bon, et la liste, bon, les Iraniens ne sont pas responsables de la crise du Qatar, la deuxième crise du Qatar, la crise actuelle. Il faut le rappeler. Alors, on me dira, bon, c'est le syndrome de Stockholm, vous défendez le point de vue iranien, mais je veux dire, du point de vue historique, il faut quand même rappeler la chronologie et le fait que si maintenant on a des Iraniens un peu partout, c'est parce qu'il y a des opportunités qui sont ouvertes depuis 2 ou 3 décennies. Alors, je vais développer très brièvement 2 volets. Premier volet, le mythe du consensus du Conseil de coopération du Golfe, et le deuxième volet, plus spécifiquement, sur la crise du Qatar. Alors, pour ce qui est du consensus du Conseil de coopération du Golfe, bon, on en a déjà largement parlé depuis hier, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le Conseil de coopération du Golfe a failli dans ses missions initiales, et en particulier dans la mission d'assurer une sécurité régionale des pétromonarchies dans le Golfe. Alors, pourquoi je parle de consensus de coopération du Golfe? Parce que le 5 juin dernier, quand le Qatar a été mis au ban de la région par 4 puissances régionales, le Qatar a reçu l'injonction de rejoindre au plus vite, je cite la déclaration officielle des 4, du quartet, le Qatar doit rejoindre au plus vite le consensus du Conseil de coopération du Golfe vis-à-vis de l'Iran. Fin de citation. Bon. Or, il n'y a jamais eu de consensus du Conseil de coopération du Golfe vis-à-vis de l'Iran. Je vais reprendre très brièvement chacune des puissances. L'Arabie Saoudite. Bon, on l'a dit, on l'a répété, la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ou réciproquement, c'est une rivalité de puissance. Bon, qui est fort ancienne et qui, évidemment, s'est exacerbée depuis 2003 avec la disparition du 3e larron, à savoir la puissance irakienne. Donc, du coup, depuis 2003, on a 2 puissances régionales face à face, avec toutes sortes d'éléments de concurrence ou de rivalité. J'en ai listé quelques-uns. Premier élément, alors là, c'est vu du point de vue iranien, et rappelé souvent par les Iraniens, c'est que l'Iran est un très vieil État, et je rajouterais que l'Iran est aussi une vieille nation. On a beaucoup débattu de la construction de l'identité de la nation saoudienne, mais je dirais l'Iran est quand même une vieille nation, même s'il y a des périphéries non iraniennes ou non persanes en Iran. Bon, c'est un vieil État, une vieille nation. Et que ce vieil État, qui fait quand même 80 millions d'habitants, 80 millions d'habitants, contrôle évidemment la rive orientale du Golfe, on l'a dit, et contrôle le détroit d'Ormuz. Deuxième élément, la République islamique d'Iran. Islamique, et non pas République chiite d'Iran. La République islamique d'Iran est évidemment, depuis 1979, en contestation du monopole saoudien, en particulier sur les lieux saints, la Mecque et Médine, et sur l'organisation du Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a des incidents lors du pèlerinage, bon, et ça arrive régulièrement, y compris la dernière fois en 2015, et qu'on a des centaines, voire des milliers de pèlerins qui meurent écrasés dans des bousculades plus ou moins spontanées ou organisées, les Iraniens remettent la question sur le tapis en disant mais les Saouds n'arrivent pas à organiser le pèlerinage, il faut confier ça à une organisation islamique internationale qui serait mieux à même de garantir les intérêts des pèlerins. Le fait que ce soit une république islamique, c'est important, parce que ça permet de rappeler que la politique iranienne, c'est une politique pan-islamique, si je puis dire, et que l'argument chiite, il apparaît quand il y en a besoin dans tel ou tel pays, mais c'est pas un argument structurel et fondamental de la politique régionale de l'Iran. Troisièmement, c'est l'opposition de régime. Parce qu'entre une république née d'une révolution et dans laquelle il y a une partie, ce qu'on appelle en sciences politiques une participation politique contrôlée, bon, et une monarchie tribalo-dynastique, bah, je veux dire, il y a un modèle qui, pendant un certain temps, est apparu et apparaît toujours comme relativement plus moderne que ce qui se passe à Riyad. Bon, je rappelle que depuis 1980, tous les 4 ans,
toutes les élections locales, législatives et présidentielles se sont tenues en temps et en heure en Iran, y compris pendant la guerre Irak-Iran, et que même s'il y a sélection des candidats, etc., mais on peut toujours en discuter, il y a un champ politique avec des courants politiques qui s'affrontent dans de vraies campagnes électorales. Bon, là je vous invite à participer à des campagnes électorales iraniennes. Bon, vous serez surpris par le déroulement de ces campagnes qui valent largement les nôtres. Troisièmement, c'est l'anti-impérialisme iranien. Bon, je renvoie aux cartes de Mourad sur l'omniprésence des bases américaines. Alors, évidemment, les Iraniens rappellent que ils sont pour l'indépendance de la région et la non-domination par des impérialismes extérieurs, à commencer évidemment par l'impérialisme américain. Bon, on parle plus tellement de l'impérialisme russe ou soviétique, mais enfin, on en a parlé au début du régime. La course aux armements nucléaire, militaire, missiles iraniens. Je rappellerai juste deux chiffres, j'ai cherché ça pour un cours récent chez Jean. Le budget iranien consolidé de la défense, le budget iranien consolidé de la défense en 2016, c'est le 5e du budget saoudien, 20% du budget de la défense saoudien. Et ça représente la moitié du budget de la défense des Émirats arabes unis. Alors après, je veux bien entendre des discours sur l'expansionnisme militaire, etc. Je veux dire, on ne joue pas tout à fait dans la même catégorie militaire, des équipements militaires. Bon, après, sur la motivation des forces combattantes, l'idéologisation des gardiens de la Révolution, c'est un autre problème. Mais il faut aussi rappeler les réalités. Hein. Bon, voilà. Bon, j'insiste pas sur l'Arabie Saoudite. Les Émirats sont en ordre dispersé vis-à-vis de l'Iran, qui a toujours joué sur justement la diversité des Émirats. Un peu comme la Chine a toujours joué sur la diversité au sein de l'Union européenne, hein, en sachant s'adresser à l'Union européenne quand il fallait, et en sachant faire s'opposer la France ou d'autres sur des questions de magnétoscope ou de textile. Donc, le Bahreïn. Le Bahreïn, on en a parlé à plusieurs reprises. Bon, le Bahreïn est vassalisé depuis fort longtemps par l'Arabie Saoudite, et il y a une contestation donc politique et sociale au Bahreïn depuis fort longtemps. On se contentera de rappeler la contestation récente depuis 2011 et la place de la Perle à Manama. Le régime, alors on peut avoir un débat, on a un débat entre spécialistes là-dessus. Le régime a toujours cherché la confessionnalisation d'un conflit qui est politique et social, en disant tout ça, c'est un conflit sectaire, entendre par la chiite, et tout ça est manipulé par les Iraniens et le Hezbollah libanais. Bon, ce qui est pour le moins réducteur, mais le résultat de ce type de discours, appliqué donc à la contestation, une vieille contestation politique, sociale, etc., c'est que la logique sécuritaire bahreïnie est fondée sur la menace iranienne. Bon. Et du coup, les Iraniens répondent sur le même terrain bon, là je reprends le discours officiel des Iraniens sur le Bahreïn, à savoir soutien à la juste lutte du peuple bahreïni pour ses droits, en général, et défense par ailleurs des chiites, clercs ou laïcs, qui sont persécutés par la justice du régime, en particulier ces dernières années. Abu Dhabi et Dubaï. Alors Abu Dhabi a des relations difficiles avec l'Iran, sauf qu'à côté, Dubaï, la prospérité économique de Dubaï repose très largement et depuis fort longtemps sur un commerce intense, enfin commercial et financier, avec l'Iran, commerce officiel ou commerce illégal pour contourner les embargos divers contre l'Iran. Et donc, évidemment, une partie de la prospérité de Dubaï tient aux bonnes relations bilatérales avec l'Iran. Le Koweït est un État qu'on évoque peu à propos des relations bilatérales dans le Golfe. Le Koweït a des échanges commerciaux importants avec l'Iran et une politique très prudente qui est liée au fait qu'il y a d'éventuels contentieux sur les eaux territoriales. Il y a quelques poches de gaz et de pétrole qui sont aux limites des eaux territoriales du Koweït et de l'Iran. Et par ailleurs, il y a une population chiite fort ancienne au Koweït qui est assez agitée, dont on dit parfois qu'elle est manipulée par les Iraniens, et puis autrefois, c'est un problème endogène. Et le sultanat d'Oman, là aussi on l'a largement évoqué, entretient des relations cordiales, bilatérales cordiales avec l'Iran, par réalisme, je veux dire, mais c'est la formule du sultan d'Oman, mais aussi parce que le sultan d'Oman a toujours considéré qu'il fallait s'opposer au projet
d'hégémonisme saoudien au sein du Conseil de coopération du Golfe. Donc il a toujours refusé, il n'était pas le seul, refusé les projets d'approfondissement du Conseil de coopération du Golfe, on a parlé de la monnaie, etc. Mais il a refusé aussi l'organisation d'une sécurité du Golfe dont la composante principale serait l'hostilité à l'Iran. Ce qu'il a rappelé donc il y a encore peu de temps. Je passe au Qatar. Donc deuxième point, le Qatar et l'Iran et la crise du Qatar. Première question, le Qatar est-il pro-iranien? Bon, c'est l'accusation qui est portée depuis le 5 juin 2017 contre le Qatar. L'émir Tamim donc est accusé de complaisance à l'égard de l'Iran au moment même, enfin au lendemain même du sommet de Riyad qui a replacé l'Iran. Bon, c'est ce qu'on voit sur cette photo hallucinante, hein, je veux dire, où on voit trois personnages appuyés sur un globe pour lancer la politique de coopération contre le combat contre l'idéologie extrémiste. Bien évidemment, le sommet de Riyad le 21 mai a révulsé les Iraniens qui se retrouvent replacés dans l'axe du mal qui était cher à George W. Bush. Les Iraniens aussi étaient révulsés par les attentats de l'État islamique à Téhéran le 7 juin, dont ils considèrent qu'ils ont été largement encouragés par des déclarations saoudiennes, que je pourrais vous citer, encourageant en gros à porter le fer du terrorisme sur le territoire iranien plutôt que de subir le terrorisme international. Alors, le Qatar, l'émir du Qatar, Tamim, donc, est accusé de relations incestueuses avec l'Iran après ce sommet où, justement, il aurait dû prendre une position clairement anti-iranienne. En réalité, le Qatar mène à l'égard de l'Iran, en tant que petit État du Golfe, une politique de réelle politique du faible au fort. Bon. Je rappelle très brièvement les réalités démographiques. 80 millions d'un côté, 300 000 de l'autre. Hein, on évoquait 600 000, je ne sais plus quand. C'est 300 000 Qataris. Donc 80 millions, 300 000. Hein, donc pas tout à fait la même catégorie. La dimension économique, donc, elle a été rappelée par Mourad tout à l'heure. Bon, c'est cette carte qui est extrêmement parlante. La fortune du Qatar, c'est ce grand dôme pétrogazier, mais enfin surtout gazier, qui est au milieu du Golfe. En rouge, en rose, ce que contrôle le Qatar. En violet, du côté, au-delà des eaux territoriales, ce que les Iraniens souhaiteraient pouvoir exploiter. Donc Northfield pour les Qataris, South Pars pour les Iraniens. La fortune du Qatar repose sur ce dôme pétrogazier, surtout gazier. Bien évidemment, les intérêts économiques bien compris impliquent de ne pas être brouillé avec le grand partenaire du Nord, qui jusqu'à maintenant n'a pas pu mettre véritablement en valeur ce dôme gazier à cause des embargos et des sanctions successives, mais a conclu récemment avec des entreprises internationales et en particulier Total les moyens techniques de mettre en valeur ce gisement de South Pars. Il y a le facteur confessionnel. Il y a une petite minorité chiite au Qatar, bon, peu importante et marginale du point de vue politique. Le Qatar est un État sunnite, wahhabite revendiqué. Alors, je pense qu'elle est terminée maintenant, mais moi j'ai vu les débuts de construction de la grande mosquée de Doha, qui se voulait la plus grande mosquée wahhabite de la région. Toujours cette concurrence avec l'Arabie Saoudite. Mais jamais les émirs du Qatar successifs, que ce soit Hamad le père ou Tamim le fils, n'ont cherché à exploiter le critère confessionnel de l'opposition des sunnites et des chiites. Alors, je mettrai un tout petit bémol, à savoir qu'il faudrait relire quand même les prêches du télécoraniste Al-Qaradawi sur Al Jazeera pour voir ce qu'il dit. Mais enfin, bon, je veux dire, il n'y a jamais eu cette exploitation du facteur confessionnel. Les relations bilatérales, l'Iran aurait toutes sortes de raisons d'en vouloir, si je puis dire, au Qatar. Bon, on a évoqué le rôle du Qatar en Syrie, on a évoqué le fait que le Qatar soutient les frères musulmans. Bon, c'est un peu compliqué la relation entre les frères musulmans et l'Iran, donc je ne creuserai pas là-dessus. Le fait qu'après la première crise du Qatar en 2014, Doha avait dû se plier à un certain nombre de directives saoudiennes. Rompre les relations diplomatiques avec Téhéran, rejoindre le premier front antiterroriste qui a été évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Qualifier le Hezbollah libanais d'organisation terroriste. Bon, il y avait un package imposé par les Saoudiens au Qatar à ce moment-là. Bon, et le Qatar a souscrit. Les Iraniens
n'en ont pas voulu pour autant au Qatar, parce que finalement le Qatar c'est un microbe, et le problème c'est pas les relations entre l'Iran et le Qatar, c'est les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et les Iraniens sont parfaitement au fait des rapports de force, et ont bien compris que si le Qatar rompait ses relations diplomatiques, c'était parce que c'était imposé par Riyad. Ce qui n'a pas empêché d'excellentes relations bilatérales après la rupture des relations diplomatiques. Donc il n'y a pas eu de visite présidentielle de Rouhani au Qatar, alors qu'il y en a eu au Koweït, il y en a eu plusieurs à Oman, etc. Mais il y a eu des sous-fifres diplomatiques qui sont allés à Doha et les relations ont continué relativement bien. Par ailleurs, on dit la Syrie est un facteur de division entre l'Iran et le Qatar. D'accord, mais l'Iran a apprécié la politique pro-Hamas de l'émir Hamad en 2012. Je rappelle, l'émir Hamad a fait quand même un voyage à Gaza, contrôlé, comme chacun sait, par le Hamas, qui est ce qu'il est, mouvement islamiste, sunnite, frères musulmans, etc. Donc ça, les Iraniens ont apprécié, parce que les Iraniens soutenaient et ressoutiennent maintenant le Hamas à Gaza. Les Iraniens ont apprécié aussi, aussi curieux que ça puisse paraître, le fait qu'en Syrie, en particulier après la bataille d'Alep, les Qataris ont servi d'intermédiaires entre des combattants sunnites de l'agglomération d'Alep pour qu'ils puissent rejoindre la zone d'Idlib, moyennant quoi il y a un certain nombre de villages chiites qui étaient encerclés depuis des mois ou des années, étaient libérés de l'encerclement par des forces islamistes anti-chiites. Donc le Qatar a joué finalement des micro-médiations sur le territoire syrien. Bon, et ça, les Iraniens ont relativement apprécié. L'émir du Qatar s'est félicité, comme le sultan d'Oman, des négociations sur le nucléaire et de la conclusion de l'accord sur le nucléaire. Et par ailleurs, globalement, donc le Qatar n'avait pas de motif de s'affronter complètement à l'Iran sur ces dossiers. Résultat, le Qatar, depuis la crise de juin, bénéficie du soutien amical, je cite, de l'Iran dans cette affaire. Alors, les Iraniens auraient pu faire un coup en disant « on soutient politiquement l'émir du Qatar contre le quartet, et en particulier contre Riyad ». Les Iraniens, qui sont vieil État, vieux négociateurs, persans, etc., sans faire de culturalisme, ils ont avancé la carte diplomatique et ils ont proposé des médiations, y compris la leur. Je cite la déclaration officielle. La résolution des différends dans les pays de la région, y compris les problèmes actuels entre les trois voisins du Qatar et ce pays, n'est possible que par des moyens politiques et pacifiques et un dialogue franc entre les parties. Donc vous avez l'Iran qui joue les bons offices en proposant sa médiation, ou du moins qu'il y ait une médiation internationale entre l'Iran et le Qatar. L'Iran, vous le savez, a ouvert ses espaces aériens et maritimes au Qatar dès que l'embargo a commencé. Il y a actuellement plus d'une centaine de vols qataris qui, tous les jours, traversent l'espace aérien iranien pour sortir donc de la région. Et les Iraniens ont livré immédiatement, par bateau et par avion, des ravitaillements pour ces misérables supermarchés qataris qui, pendant 3 jours, ont été en rupture de stock de yaourts et d'autres produits frais. Pour autant, et ça servira un peu de transition pour l'intervention suivante, les Iraniens ne sont pas allés jusqu'à proposer une aide militaire comme nos amis turcs l'ont fait au même moment. Résultat diplomatique, et je conclus, le Qatar a rétabli ses relations diplomatiques avec Téhéran. Bon, c'est toujours ça de gagner. Les relations diplomatiques entre Téhéran et Ankara, qui avaient été dégradées par la Syrie, et par des déclarations anti-iraniennes du président de la République Erdogan, les deux pays se sont rabibochés dans leur soutien au Qatar. Jean va en parler tout de suite. Ce qui fait que, conclusion, dans les affaires récentes du Golfe, et en particulier dans l'affaire du Qatar, on peut conclure qu'il y a effectivement un certain hégémonisme discursif des Iraniens. C'est-à-dire, finalement, les Iraniens sont assez fiers d'avoir marqué toutes sortes de points dans la région ces dernières années, un peu en Irak, beaucoup en Syrie. Dans une certaine mesure, la crise yéménite leur profite, parce que sur ces différents dossiers, dans le cas de la concurrence avec l'Arabie Saoudite, MBS, dont on a chanté les louanges depuis hier matin, il perd quand même pas mal de plumes dans les affaires régionales, et c'est plutôt au bénéfice de l'Iran, sans nécessairement que les Iraniens soient à l'initiative de la chose. Bon, du coup, il y a des discours, effectivement, et des citations iraniennes un peu triomphalistes là-dessus.
Et deuxième remarque, bon, et c'est un peu ma conclusion ultime, les Iraniens ont une grande capacité à valoriser des situations nouvelles et à profiter des opportunités qui leur sont offertes au bénéfice de la puissance iranienne, la vieille puissance iranienne. Ce qu'on peut qualifier soit d'opportunisme, bon, soit, moi je qualifie ça de réelle politique des opportunités. Les opportunités, c'est un peu comme les bandes de sushis là, qui défilent devant vous. Bon, il y a des sushis qui vous plaisent, hein, vous prenez ce qui vous plaît. C'est la réelle politique des opportunités. Bon, pardonnez-moi cette comparaison indue. Voilà. Merci Jean-Paul. Les Turcs sont-ils aussi opportunistes dans le choix d'autre chose que des sushis? Oui. T'as 10 minutes. Oui, j'ai 10 minutes. Je serai donc plus bref que Jean-Paul, puisque mon propos était un peu de rebondir sur les sushis et d'examiner un petit peu comment la Turquie, finalement, quel a été le bénéfice, ou en tout cas, quel a été le bilan de la crise qatari pour la Turquie. Je crois que ce qui est intéressant à observer quand on regarde finalement, quand on compare notamment la Turquie et l'Iran dans la crise, c'est que effectivement, comme le disait Jean-Paul, autant l'Iran est bénéficiaire et en plus bénéficiaire un petit peu de façon à la façon d'une divine surprise, parce que finalement on lui offre des opportunités. Autant pour la Turquie, on a l'impression au contraire que la Turquie n'a pas été bénéficiaire du tout de cette crise et que ça a confirmé en quelque sorte ses difficultés à la fois pour, bien sûr, dans sa relation avec le monde arabe, dans sa relation finalement, dans sa tentative ou dans ses efforts ces dernières années pour mettre en place une politique régionale. Et plus généralement, ça pose le problème, je dirais, de l'évolution actuelle de la politique étrangère turque. Parce que finalement, la crise qatari, bien que le président Erdogan ait tenté de se positionner en médiateur au début de cette crise, bien qu'il ait tenté de faire autorité au début de cette crise, finalement, cette crise se solde par un énorme échec, d'une certaine manière, pour la Turquie, parce que l'échec, bon, bien évidemment, n'a pas affecté la relation turco-qatari. La Turquie a confirmé son soutien au Qatar, mais elle a surtout concerné, en réalité, la relation turco-saoudienne. C'est vrai, il faut le voir, la Turquie, au moment où la crise qatari éclate, était en train d'essayer de construire une relation stratégique avec l'Arabie saoudite. Et ça mérite d'être signalé, parce que je me souviens, l'année dernière, nous étions à cette table et nous discutions de la politique étrangère de l'Iran. Et justement, nous avions discuté de cette relation entre la Turquie, que la Turquie construisait avec l'Arabie saoudite, qui avait choqué notre collègue Mohamed Reza Jalili, qui disait quand même, en dépit justement des apparences religieuses, sur le plan culturel, sur le plan politique, et en dépit de relations parfois conflictuelles, la Turquie et l'Iran ont beaucoup plus de points communs, devraient avoir une coopération beaucoup plus continue que l'Arabie saoudite et la Turquie. Et c'est vrai que cette relation que la Turquie a tenté de construire avec l'Arabie saoudite a choqué, bon, et qui remonte au début de l'année 2015, a choqué non seulement les Iraniens, non seulement sur le plan extérieur, mais a choqué également sur le plan intérieur. Je me souviens très bien des articles qui étaient écrits dans la presse turque, en particulier des articles des éditorialistes qui trouvaient ce tournant complètement aberrant. Alors, revenons un petit peu rapidement sur ce tournant. Pourquoi? Parce que début 2015, la Turquie est un pays, alors même que par rapport à l'Iran, elle apparaissait au départ comme le grand bénéficiaire des printemps arabes. On parlait du modèle turc. La Turquie avait d'ailleurs été analysée comme un pays qui avait même contribué au déclenchement par certains côtés, notamment en Syrie, des printemps arabes, des soulèvements. Eh bien, progressivement, effectivement, les choses se sont gâtées. Elles se sont gâtées en particulier
dans le pays qui avait été par excellence un symbole de la nouvelle politique étrangère turque d'Ahmet Davutoglu, cette politique du zéro problème avec nos voisins, qui était la Syrie. Bon, déjà, on voyait un peu cette politique comme une réouverture des relations entre la Turquie et le monde arabe, mais en réalité, le monde arabe était finalement au départ marginalement concerné par cette politique étrangère, c'était surtout la Syrie. Effectivement, la Syrie a été le succès de cette politique, et après le soulèvement de 2011, et vu comment la crise a tourné, au contraire, un petit peu le cauchemar en réalité de la Turquie. Alors, la Turquie se retrouve après 2014, je vais assez vite, et notamment l'épisode de Kobané, dans une situation d'isolement politique au Moyen-Orient, et elle cherche en fait des points d'appui. Et bon, alors effectivement, elle a des points d'appui dans le Golfe, mais elle a surtout le Qatar, de longue date d'ailleurs, qui a aidé aussi à cette politique syrienne à partir de 2007-2008 notamment. Mais elle pense avoir trouvé ce point d'appui effectivement avec l'Arabie Saoudite. Et donc, à partir de 2015, la Turquie développe sa relation. Bon, on le voit à la fois dans des gestes et dans des positions très concrètes. Dans des gestes, notamment en janvier, Recep Tayyip Erdogan interrompt une tournée africaine, alors même que l'Afrique est une destination et une cible de la politique étrangère de la Turquie très importante. Il interrompt cette tournée africaine pour se rendre aux obsèques du roi Abdallah. Il proclame un deuil national. Voilà, ça à l'époque, ça avait beaucoup choqué en Turquie. Il proclamait un deuil national pour le décès du roi saoudien. Et beaucoup de gens disaient en Turquie à l'époque, ça y est, Erdogan épouse, je dirais, cette fracture sectaire qui est en train de traverser le Moyen-Orient entre chiites et sunnites. Mais cette position, après, s'est traduite très concrètement par le soutien appuyé de la Turquie à l'opération Tempête décisive dans le Yémen, et un soutien, je dirais, très, très ostensible. Là aussi, je me souviens de la réaction des Égyptiens, en particulier Égyptiens qui dirigeaient la Ligue arabe à l'époque et qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cet appuyé de la Turquie à l'Arabie Saoudite? La Turquie n'a rien à faire, n'a pas à s'occuper de cette affaire, et bien que ce soit un soutien à l'opération Tempête décisive, les Égyptiens disaient c'est quelque chose qui est aussi dangereux que l'ingérence de l'Iran dans l'affaire yéménite. Donc, appui effectivement à l'Arabie Saoudite dans l'affaire yéménite. À l'automne aussi, lorsqu'il y a eu cette grande bousculade meurtrière sur les lieux saints, et qu'il y a eu toute une polémique, la polémique dont tu parlais, qui a été ressentie particulièrement par l'Iran, mais qui a été aussi ressentie en Turquie, y compris d'ailleurs dans les rangs de l'AKP, qui ont dit un peu la même chose, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite n'est pas capable d'organiser ce pèlerinage, donc si elle n'est pas capable, il faut que ça soit internationalisé, ou même certains disaient, mais laissez-nous, à nous les Turcs, organiser cette manifestation, vous verrez qu'on s'en sortira mieux. Et c'est Recep Tayyip Erdogan lui-même, à l'intérieur de l'AKP, qui a calmé la polémique, qui a dit, mais les autorités saoudiennes sont pour rien là-dedans, c'était la fatalité, etc. Et cette position, on a constaté encore cet appui, d'ailleurs, qui avait provoqué l'ire de l'Iran en janvier 2016, lorsqu'il y a eu l'exécution du cheikh Nimr, ce leader chiite en Arabie Saoudite, où en d'autres temps, effectivement, on peut penser que le gouvernement de l'AKP aurait été beaucoup plus proactif et justement aurait pris une position d'ouverture, de défense des droits. Là, au contraire, Recep Tayyip Erdogan a dit c'est une affaire intérieure, ça ne nous regarde pas. Je crois que ce qu'il y avait aussi derrière cette position, et la Turquie à l'époque a travaillé là-dessus, c'était la crise syrienne, c'est-à-dire avoir une convergence de l'Arabie Saoudite et de la Turquie dans la crise syrienne, notamment parce que le grand rêve de la Turquie qui était en train, justement à l'époque, de sortir de son ambiguïté avec Daesh, c'était d'appuyer en Syrie un partenaire
islamiste dit modéré, et pour elle, ce partenaire, c'était effectivement l'ASL. Or, justement, malgré les efforts de l'Arabie saoudite de la Turquie, ce partenaire n'a pas pu voir le jour, mais je dirais que cette convergence a continué pratiquement jusqu'au début de l'année 2017, parce qu'au début de l'année 2017, on a eu encore, notamment à propos de la Syrie, à propos du Yémen, des déclarations et des prises de position extrêmement vives de la diplomatie turque, dénonçant tantôt l'impérialisme persan, voire l'offensive sectaire de l'Iran. Voilà, l'offensive sectaire de l'Iran. Donc des propos qui ont précédé de quelques semaines en réalité l'affaire Qatari. Or, finalement, lors de l'affaire Qatari, alors effectivement, Recep Tayyip Erdogan a tenté de jouer un rôle de médiateur, un petit peu le rôle de médiateur qu'a cherché à jouer la Turquie à l'époque de la politique du zéro problème, mais cette position finalement n'a pas eu véritablement de portée, et la Turquie a été finalement obligée par la suite de se ranger de manière de plus en plus nette, à la fois économiquement, mais comme tu le disais, militairement, en développant justement cette quelque peu, parce qu'il s'agit d'une base quand même limitée au Qatar, cette base militaire au Qatar, et donc s'est retrouvé dans une position finalement d'antinomie avec l'Arabie saoudite. Et donc ça a été un peu la ruine de cette tentative finalement de construire une véritable stratégie régionale, en particulier en s'appuyant, en trouvant un point d'appui dans le Golfe. Donc ça me semble être finalement la leçon principale de cette crise, et je crois que, bon, et un petit peu pour ouvrir, y compris pour ouvrir sur l'intervention d'Igor, je crois que c'est assez révélateur des difficultés justement qu'a la Turquie à trouver un tempo diplomatique depuis la ruine de la politique du zéro problème avec nos voisins. Parce que lorsqu'on regarde à l'heure actuelle la politique étrangère turque, on sait que finalement, la politique étrangère turque a été articulée depuis la Deuxième Guerre mondiale sur une alliance privilégiée avec l'Occident, au travers à la fois de l'entrée dans l'OTAN, la construction européenne. Et on sait qu'à l'heure actuelle, et plus particulièrement depuis ces 2 dernières années, cette relation avec les alliés occidentaux est extrêmement dégradée et fait l'objet de tensions très importantes. Et en même temps, quand on observe la Turquie, notamment le fait que la Turquie aujourd'hui se retrouve finalement sur des positions dans la crise qatari qui est similaire à celle de l'Iran, alors même que sa relation s'était dégradée avec l'Iran. Quand on regarde également la relation de la Turquie avec la Russie, qui est souvent présentée finalement comme alternative, on a l'impression encore que toutes ces relations sont surtout des relations tactiques qui ne sont pas encore construites finalement, qui ne constituent pas une véritable stratégie, parce que malgré tout, quand on regarde, et je pense que les tentatives actuelles de résolution de la crise syrienne vont le montrer, c'est que quand on va au fond des choses, et qu'il ne s'agit pas simplement de créer des zones de désescalade en Syrie, mais au contraire de conclure un accord final, en tout cas de trouver une résolution à cette crise régionale, à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'un des grands problèmes, c'est que sur le fond, la Turquie et la Russie ne sont pas d'accord. Et donc elles auront à dominer notamment des problèmes qui sont considérables. Donc, je crois que cette crise illustre justement la difficulté qu'a la Turquie à construire une stratégie diplomatique dans la région, et une stratégie qui puisse lui permettre véritablement d'avoir une marge de manœuvre par rapport à son alliance traditionnelle avec les Occidentaux. Et je crois que
la question que je me pose quand je regarde la politique étrangère de la Turquie plus généralement, comme je vous le disais, c'est que j'ai l'impression d'assister à une suite de coups tactiques, de coups spectaculaires, tactiques qui ressemblent d'ailleurs assez à la politique intérieure de l'AKP, qui a souvent été une suite de coups finalement spectaculaires, mais au bout du compte, qui finalement ont déçu. Et donc la question que je me pose tout simplement, c'est si cette suite de coups tactiques qui anime la politique étrangère de la Turquie à l'heure actuelle est capable finalement de constituer à terme une véritable stratégie, et en particulier une stratégie alternative à l'axe de la politique étrangère qui a été celui de la politique étrangère de la Turquie depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jean pour cette transition. Je donne tout de suite la parole, sans perdre du temps, à Igor Delanoë, docteur en histoire et directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou, pour nous parler de la Russie dans le Golfe. Je vais reprendre en fait la citation de Jean-Paul, celle du sultan Qaboos. Il faut faire avec. Oui, c'est peut-être un petit peu ça. Bonjour, alors je voudrais commencer par remercier l'IEP de Grenoble, Jean Marcoux, la chaire Méditerranée Moyen-Orient de m'avoir convié à ce colloque, et je m'empresse de présenter le dernier rapport annuel produit par l'Observatoire franco-russe qui est sorti en français en septembre dernier. Et je m'empresse de l'offrir à Jean Marcoux. Je sais qu'il en fera un excellent usage, comme toujours. Alors, donc une intervention sur les relations entre la Russie et le Golfe. Alors, je me suis inspiré du titre du colloque, qui était donc « Tempête dans le Golfe », et je me suis dit, bon, Russie et Golfe, de la tempête à la calmie, point d'interrogation. Et c'est évidemment ce point d'interrogation c'est à cette question que je vais essayer de répondre. Puisque lorsque la Russie déclenche son intervention militaire fin septembre 2015, on s'attend à ce que finalement les relations avec les pétromonarchies du Golfe se dégradent, que les intérêts russes d'une part et ceux des pétromonarques du Golfe d'autre part finalement se télescopent en Syrie, puisque les deux parties soutiennent des camps qui sont viscéralement opposés dans le cadre du conflit syrien. 2 ans plus tard, même un peu plus de 2 ans plus tard, force est de constater que c'est l'inverse qui s'est produit. Qu'en 2 ans, la Russie et les gens du Golfe ont intensifié leurs relations, ont densifié leur dialogue, et j'en veux pour preuve la dernière visite en date d'un monarque ou souverain du Golfe en Russie, qui était la visite du roi d'Arabie Saoudite à Moscou, au début du mois d'octobre dernier. C'est une visite historique à maints égards, c'est une visite qui avait été maintes fois repoussée au cours des mois précédents et des semaines précédentes, c'était un peu une sorte d'arlésienne si vous voulez, et qui a fini par intervenir après que l'émir du Qatar soit venu quelques mois plus tôt, que l'émir des Émirats Arabes Unis soit aussi venu à Moscou, qu'il y ait des représentants des autres pays du Golfe qui se rendent à Moscou très très régulièrement. Donc on a eu un défilé finalement un petit peu des représentants de ces souverains ou de chefs d'État du Golfe, pour ne citer que. Pourtant, il convient de rappeler très brièvement que les relations entre la Russie et les pays du Golfe reviennent de loin, reviennent même de très loin. Sans trop s'apesantir, je rappelle que pendant la guerre froide, l'URSS d'une part et les pétromonarchies du Golfe étaient dans 2 camps opposés, qui a vu le pacte de Bagdad qui avait été formé à travers le Golfe, donc une sorte d'OTAN, enfin de pendant moyen-oriental de l'OTAN, donc contre notamment l'expansionnisme soviétique, mais pas seulement. Plus tard, évidemment, l'invasion d'Afghanistan par l'URSS et le rôle clé joué par l'Arabie Saoudite pour financer, équiper, armer, idéologiser des combattants moudjahidines partis se battre, faire le djihad contre l'Union soviétique. Puis dans les années 90, les guerres de Tchétchénie, où Moscou a vu la main de Riyad, là aussi dans le soutien idéologique, financier, matériel, aux combattants tchétchènes pour les uns, aux terroristes tchétchènes pour les autres. Et Moscou ayant longtemps reproché finalement à l'Arabie Saoudite d'être venu challenger l'influence russe sur ce que Moscou considérait être son précaré, le Caucase, la Transcaucasie, et même de manière plus grave, le grand sud de la Russie, où vivent des populations musulmanes, j'y reviendrai après.
Alors, lorsque l'on considère les relations entre la Russie et le Golfe, à mon avis, il convient de se prémunir de deux choses trappes, ou en tout cas de ne pas emprunter deux raccourcis trompeurs. Le premier chose trappe, ce serait finalement de réduire les relations entre la Russie et le Golfe à la relation Moscou-Riyad. Ça, c'est faux. La Russie entretient des relations très diverses, de qualité diverses, avec les différents États du Conseil de coopération du Golfe. Il y a d'excellentes relations avec les Émirats arabes unis, par exemple. Il y a de très bonnes relations avec le Koweït aussi, constructives, avec Bahreïn également. Des relations qui ont été plus délicates avec l'Arabie saoudite pour les raisons que je viens d'exposer, et qui étaient aussi très compliquées jusqu'à récemment avec le Qatar. Donc finalement, la photographie qui consiste à dire les Russes et le Golfe, ça fonctionne pas, c'est faux, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et deuxième chose trappe à éviter, c'est un petit peu le corollaire, c'est de dire que les pays du Conseil de coopération du Golfe, finalement, ont une position de bloc, une position homogène à l'endroit de la Russie. Là aussi, la photographie est un petit peu plus subtile et il convient de s'abstenir de ce genre de raccourci trompeur. Alors, quelle est la place du Golfe, je dirais, dans la grande dans la géopolitique de la Russie? Sans rentrer trop dans le détail, le Golfe, a priori, semble relever d'une région un peu périphérique pour les intérêts russes. Je rappelle que si on s'en tient à la production des documents stratégiques russes et au concept de politique étrangère de la Fédération de Russie, le dernier en date a été publié il y a un an, en fin novembre 2016, les intérêts vitaux de la Fédération de Russie restent concentrés dans l'espace post-soviétique, la CEI, donc bon, l'Asie centrale et une partie du Caucase et de l'Ukraine, et donc les pays de l'ex-bloc soviétique, avec des projets d'intégration régionaux dont on a entendu parler, Union économique eurasiatique, etc. Je ne m'appesantis pas là-dessus. Vient ensuite les relations entre Moscou et l'Occident. Alors sous le label Occident, je fais rentrer États-Unis, Union européenne, OTAN. C'est un deuxième, par ordre de priorité, si vous voulez, deuxième entrée. Troisième zone, c'est l'Arctique. Quatrième zone, c'est l'Asie-Pacifique. Et on arrive enfin au Moyen-Orient, par ordre de priorité régionale, en cinquième zone, avec le Golfe comme un sous-espace, si vous voulez, du Moyen-Orient. Pour autant, le Golfe, de manière assez paradoxale, concentre des intérêts qui revêtent un aspect vital pour la Russie. Il y en a au moins deux. Tout d'abord, c'est l'énergie. Le Golfe, comme on l'a vu ces derniers jours, enfin aujourd'hui et hier, c'est évidemment un espace très riche en gaz et en pétrole. Et pour une économie de rente énergétique comme la Russie, évidemment, ça compte. Donc c'est un intérêt vital aussi, en quelque sorte. Et le deuxième aspect, c'est le facteur musulman, le facteur islamique, que je vais exposer. Alors, 2 ans après l'intervention russe en Syrie, les relations entre Moscou et les pays du Golfe ont donc, on peut le dire, franchi un saut qualitatif, on peut augmenter en termes de qualité. Si, lorsque la Russie a déclenché son opération en 2015, finalement elle a pu être perçue rapidement comme un trouble fait par un certain nombre de pays dans le Golfe qui espéraient tout bas ou tout haut que cette opération échouerait et que la Syrie serait un nouvel Afghanistan. Force est de constater que ça ne s'est pas produit. L'opération militaire russe en Syrie a produit des résultats, a complètement renversé le cours du conflit. Et aujourd'hui, vu du Golfe, la Russie fait bien plus partie de la solution qu'elle ne fait partie du problème pour faire face à un certain nombre de défis qui se dressent devant les pétromonarchies du Golfe. On a parlé de l'énergie, on parle du Yémen, on parle de l'Iran, on parle de la Syrie. Ce sont des défis très concrets et la Russie a le pouvoir d'influencer sur ces différents dossiers. À l'inverse, pour Moscou, l'investissement dans le Golfe, qui est un des aspects, d'une manière générale, du réinvestissement de la Russie au Moyen-Orient auquel on assiste depuis le début des années 2010 et plus particulièrement depuis son intervention en Syrie, doit répondre principalement à 5 objectifs. Le premier objectif, c'est évidemment redevenir une puissance sur la scène internationale d'une manière générale, mais une puissance au Moyen-Orient et quelque part exorciser l'image, le souvenir de puissance déchue qui vient à l'esprit des Russes quand on parle du Moyen-Orient, puisque à la chute de l'Union soviétique, dans les années 90, la Russie a connu vraiment un véritable reflux de son influence au Moyen-Orient. C'est une région qui lui renvoyait un petit peu ce souvenir de puissance déchue qu'elle cherche quelque part à conjurer, dans une perspective d'un projet de puissance, évidemment. Deuxième objectif, c'était, et c'est, de briser l'isolement dans lequel la communauté euro-atlantique a cherché à enfermer la Russie suite à la crise ukrainienne.
Et quoi de mieux finalement que de prendre langue avec les souverains et pétromonarques du Golfe qui sont connus pour être des bons amis ou des bons clients des Occidentaux, des Américains, des Européens, ceux-là même qui finalement cherchent à isoler Moscou. Troisième objectif, dans le contexte des contre-sanctions, enfin sanctions puis contre-sanctions, toujours dans la continuité de cette crise ukrainienne, finalement en s'investissant dans le Golfe, la Russie cherche à attirer les capitaux, les fonds d'investissement, les fonds souverains, on en a parlé ce matin, de ces pays du Golfe qui ont des puissances forces de frappe financière assez considérables, et aussi également des technologies dont ils pourraient être détenteurs, qui viendraient compenser la fermeture, le tarissement de la filière occidentale compte tenu des sanctions américaines. Quatrième objectif, sont les aspects énergétiques. Je vais y revenir. Et le cinquième objectif, c'est le facteur islamique et finalement la peur, l'anxiété qu'il y a en Russie face à cet islam radical qui s'est développé et qui inquiète très vivement la Russie. Alors, je vais développer tous ces points en 3 temps. Tout d'abord, je vais revenir brièvement sur le facteur américain dans la relation entre la Russie et le Golfe, parce qu'il est essentiel pour comprendre finalement le moteur de ce rapprochement auquel on assiste aujourd'hui. Dans un deuxième temps, ce sera des points de convergence concrets que j'exposerai, finalement des domaines qui sous-tendent ce rapprochement, et je terminerai sur le dossier qui fâche, qui est évidemment la question de l'Iran. Alors premier point sur le facteur américain. On va dire que de manière générale, les pétromonarchies du Golfe et la Russie partagent une forme de frustration vis-à-vis de l'administration américaine, on pourrait dire des administrations américaines depuis Bush, puis Obama, et même déjà Trump, même si cela fait qu'1 an qu'il est aux affaires. Alors, sans trop revenir non plus sur ces dossiers, pour la Russie, c'est la question des révolutions de couleurs qui ont fleuri dans l'espace post-soviétique dans les années 2000, où les Russes ont vu la main des Américains ou des Occidentaux qui cherchaient à faire du régime change pour refouler l'influence russe. Et les printemps arabes ont été perçus vu de Moscou comme étant une forme, si vous voulez, de déclinaison moyen-orientale de ces changements de régime, nouvelle forme de changement de régime. Et ces printemps arabes, en tout cas ces deux phénomènes, ont fortement échaudé aussi bien le Kremlin qu'une partie des pétromonarchies, mais pas toutes, on a vu qu'il y avait des différentes situations, qui ont vu finalement qu'il y avait une menace face au pouvoir, avec la rue qui s'empare du pouvoir en renversant les régimes. Et ce qui a échaudé particulièrement les Saoudiens, c'est la célérité avec laquelle les Américains ont lâché un vieil ami de 30 ans, même de 40 ans comme Moubarak en 2011, ce qui a littéralement sidéré les Saoudiens. Ce qui a, je dirais, accentué cette frustration, ce sont dans le même temps les atermoiements et la mollesse de l'administration Obama face au dossier syrien, avec une ligne rouge qu'on décrit puis qu'on finalement fait pas respecter avec l'usage des armes chimiques, alors que dans le même temps, il y a une volonté d'ouverture de la part de l'administration américaine vis-à-vis de l'Iran, en tout cas de la part d'Obama, vis-à-vis de l'Iran. Il y a la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien, évidemment, qui ne satisfait pas en tout cas les Saoudiens. Le Congrès américain, alors on voit depuis très récemment qu'il est assez profondément russophobe, en tout cas radicalisé contre la Russie. Et il faut dire que le dossier saoudien est aussi un sujet irritant pour le Congrès américain. Alors là, depuis les années 2000, je rappelle donc le 11 septembre, et je rappelle qu'en 2016, il y a ce fameux 9/11 bill que le Congrès a produit. Obama a essayé d'apposer son veto, il n'y est pas arrivé. Pour dire donc que le Congrès américain a aussi désormais un problème, enfin il y a clairement un problème vis-à-vis de l'Arabie Saoudite dans l'establishment américain. Et enfin je viens aux espoirs déçus, les espoirs déçus vis-à-vis de Trump, puisque son élection a été accueillie, on va dire, avec un enthousiasme à peine dissimulé dans une grande partie des pays du Golfe. Il a été aussi accueilli, son élection a été aussi accueillie avec soulagement, il faut le dire, à Moscou, qui redoutait le scénario catastrophe avec Hillary Clinton. Toutefois, force est de constater qu'aujourd'hui, au bout d'1 an, les uns et les autres sont assez déçus. Il y a d'abord les mesures anti-musulmanes prises par l'administration américaine, donc par Trump, vis-à-vis d'un certain nombre de pays de la région du Moyen-Orient, qui sont mal vécus, évidemment. Il y a la mauvaise gestion de la crise du Qatar, en tout cas ce qui est perçu comme une mauvaise gestion de la crise du Qatar par l'administration américaine, et les différents couacs entre Tillerson qui dit quelque chose, Trump qui dit autre chose, qui évidemment ont déplu aux Saoudiens. Mais dans le même temps, il y a cette forme de néo-containment, de
l'Iran que Trump prétend mettre en place, qui évidemment vient un petit peu éclaircir le tableau. Bon, et côté russe, évidemment, les sanctions sont toujours en place, donc là aussi, les espoirs ont été un petit peu déçus. Alors, face à cette tergiversation et un petit peu cet tâtonnement américain, notamment sur le dossier syrien, force est de constater que la Russie, à contrario, est apparu aux yeux des pays du Golfe comme un acteur crédible, un acteur capable et surtout déterminé et constant dans sa posture. Et ce qui contraste très fortement avec l'image qui était celle de la Russie dans les années 2000, puisque dans les années 2000, progressivement, la Russie a réinvesti la scène moyen-orientale de manière générale, mais elle a été perçue comme étant pas crédible, comme ne disposant pas d'une constance stratégique depuis le Golfe, et finalement que ce réinvestissement était trop arrimé à la qualité des relations entre Moscou et Washington, et que finalement le Moyen-Orient servait de variable d'ajustement dans la relation entre Moscou et Washington. En gros, on ne croyait pas à la Russie au Moyen-Orient au cours des années 2000. Aujourd'hui, ceci est clairement remisé. Alors, sur les facteurs de rapprochement, très brièvement, sur l'énergie, il y a un défi commun, sortir de l'économie de rente. C'est notamment ce qu'on a vu aujourd'hui avec les efforts pour diversifier l'économie. Donc les deux, je dirais les deux ensembles essayent là-dessus de faire des efforts. On a vu des convergences émerger avec l'effondrement des prix du brut depuis 2014, le dialogue qui s'est noué entre la Russie et l'OPEP et la conclusion de l'accord OPEP+ fin décembre 2016. Aujourd'hui, il est question de le prolonger ou pas sur 2018. C'est en train d'être négocié. En tout état de cause, le budget fédéral russe pour 2017, 2018 et 2019 a été bâti sur l'hypothèse d'un baril à $40. Donc c'est une hypothèse qui est un petit peu pessimiste, mais qui pourrait devenir réaliste. Aujourd'hui, il se promène entre 60 et $65. Par conséquent, il y aura matière là aussi encore à discuter. Dans le même temps, les Russes cherchent évidemment à attirer, comme je l'ai dit, des capitaux du Golfe pour mettre en valeur des gisements en Russie même, ou pour développer des projets conjoints dans d'autres zones du monde. Bon, je ne m'appesantis pas là-dessus. Sur le commerce entre la Russie et les pays du Golfe, alors il convient de dire que ce sont des échanges économiques qui sont globalement sous-développés. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous ayez un ordre d'idée. En 1995, le commerce extérieur de la Russie avec le Golfe, pardonnez-moi, le Moyen-Orient, je vais y arriver, représentait 3,9% du commerce extérieur de la Russie. En 2015, c'est 7,1% quand vous prenez l'ensemble des échanges commerciaux. Entre 2008 et 2016, le Golfe il ne représente que 6% des échanges commerciaux de la Russie avec le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'en 2008, il y avait 1,4 milliard de dollars d'échanges, paraît vraiment très modeste. Et en 2016, il y a 2,4 milliards d'échanges. Ça reste très modeste, mais c'est quand même un bond de 60% sur un peu moins de 10 ans, donc entre 2008 et 2016. Mais si on prend par exemple les échanges entre la Russie et l'Arabie Saoudite, sur cette période-là, 2008-2016, ils sont à peu près équivalents aux échanges entre la Russie et la Syrie, alors que les économies saoudiennes et syriennes n'ont évidemment strictement rien à voir, surtout depuis l'éclatement de la guerre. Et en 2016, les pays du Conseil économique du Golfe représentaient seulement 0,6% du commerce extérieur de la Russie. Ce qui veut dire que, évidemment, ce sont des échanges économiques très très modestes, mais il y a quand même une dynamique, quand on regarde sur les 10-15 dernières années, une tendance à la densification, à l'amélioration, et une volonté politique, en tout cas, d'améliorer ces échanges. Alors pourquoi ? Là, il faut regarder ce qui se passe au niveau des fonds souverains et des IDE. Et là aussi, ce matin, ça a été très bien démontré. Il semble qu'il y ait une sorte de connexion qui s'établisse entre la quête de diversification économique des différentes pétromonarchies du Golfe, qui investissent à l'étranger pour développer leur économie, et la volonté de la Russie d'apparaître comme un Eldorado pour ces investissements, en cherchant là aussi à contourner, à compenser les sanctions économiques et notamment le problème la Russie ne peut plus emprunter auprès des banques occidentales. Alors, on a coutume de dire que les fonds souverains du Golfe ont des promesses mirobolantes d'investissement et qu'au bout du compte, il ne se passe pas grand-chose. Par exemple, le Public Investment Fund saoudien, en 2015, a promis d'investir 10 milliards en Russie sur 5 ans. Mudabala, donc les Émiratis, 7 milliards. DP World, encore les Émiratis, 2 milliards. Le Koweït a promis 500 millions. Donc il y a des promesses qui sont assez intéressantes, mais il ne se passe pas grand-chose, sauf que ça a bougé un petit peu ces derniers temps dans les politiques de privatisation d'entreprises russes qui ont été mises en place par le Kremlin, là aussi pour faire rentrer des capitaux frais dans l'économie russe qui est soumise à des pressions, donc des dégringolades des prix du brut et les sanctions. Et on a vu les Émiratis racheter une partie des actions d'entreprises russes assez importantes, Hélicoptères de Russie, qui est une entreprise de défense très sérieuse, Rosneft, qui est un géant énergétique russe, dont la privatisation ça a eu lieu l'année dernière. Le Qatar a également investi des centaines de millions
millions de dollars. Donc il y a quand même des choses qui semblent se passer. En tout état de cause, ce qui semble intéresser les fonds d'investissement souverains du Golfe en Russie, ce sont les plateformes logistiques, les plateformes multimodales logistiques à la rupture terre-mer. Ça fait référence à ce qu'on expliquait ce matin, finalement, sur à la fois pour la nourriture, les hubs d'approvisionnement, et ça finalement conserver une sorte de droit de regard sur ces routes maritimes pour approvisionner ces pays en grains ou en nourriture. Ce sont les entreprises que j'ai citées qui sont également intéressantes, ou les grands projets d'infrastructure, toujours dans cette idée de conserver une sorte de d'accès à des routes entre la Chine d'une part et le marché européen d'autre part, et la Russie est au milieu comme un pont. Je viens maintenant au facteur de l'islam très rapidement. Il y a indiscutablement un problème d'image de la Russie qui remonte à l'URSS, qui était une puissance athée, puissance religieuse, voire anti-religieuse, qui est intervenue en Afghanistan, puis la Russie en Tchétchénie. Donc, une mauvaise image de la Russie de manière générale, alors même qu'en Russie vivent 20 millions de citoyens musulmans russes, sur une population de 146 millions. Ce sont des musulmans qui confessent un islam sunnite à 99%. Et ce qui fait que la Russie se présente aussi comme une puissance islamique, elle revendique un statut de puissance islamique. Je rappelle qu'elle dispose d'un siège d'observateur à l'organisation de la conférence islamique depuis 2005, et qu'elle mobilise finalement ce vecteur islamique et musulman dans sa diplomatie à travers ces républiques musulmanes, donc Tatarstan et Tchétchénie principalement, mais surtout Tatarstan, dont le président Roustam Minnikhanov dispose du titre de conseiller spécial et de messager du président Poutine auprès du monde musulman. Kazan, la capitale du Tatarstan, qui est une ville magnifique, est reconnue dans le Moyen-Orient et dans le monde musulman comme étant la capitale entre guillemets musulmane de la Russie. Et voilà, je vais conclure. Donc ça, c'est évidemment un vecteur que la Russie cherche à mobiliser. On l'a vu au Moyen-Orient, notamment, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Roustam Minnikhanov était aux Émirats Arabes Unis, où il a été accueilli apparemment très très chaleureusement. Pourquoi est-ce que c'est important pour la Russie, et peut-être je conclurai là-dessus et je garderai l'Iran pour les questions. Dans le cadre de ce qui s'est passé en Syrie, de l'État islamique et des organisations terroristes qui sont combattues là-bas, je rappelle qu'il y a environ 3500 citoyens russes qui sont partis rejoindre des groupes terroristes, État islamique ou autres, en Syrie et en Irak, et que l'espace post-soviétique a fourni 8700 terroristes, enfin combattants ou terroristes, à l'État islamique en Syrie et en Irak. C'est le plus gros réservoir de recrutement pour les organisations terroristes en Syrie, en Irak et après au Liban, et là où elles vont essaimer. Si bien qu'il y a un véritable problème de sécurité nationale qui se pose là, et la Russie, en prenant langue avec les pays du Golfe et en essayant d'améliorer leurs relations, essaye sur le moyen terme de désamorcer cette potentielle menace de l'islam radical qui pourrait se poser à la Russie dans les années à venir. Merci. Merci Igor. Donc sans transition et rapidement, puisqu'il nous reste, on va dire, une dizaine de minutes, un peu plus, pour prendre des questions. Allez-y. Le micro. Merci pour vos interventions. Ma question s'adresse à Jean-Paul Burdi sur le printemps de la Perle, particulièrement. En fait, l'opération Bouclier de la péninsule saoudienne a pratiquement, l'Arabie Saoudite a déployé une politique de répression du printemps de la Perle, sectariste avant tout, qui visait aussi bien les protestants sunnites que chiites. Et en fait, dans ce contexte, je me demandais à quel point l'argument d'une majorité chiite est perçu comme une menace, aussi bien par le régime bahreïni que par le régime saoudien, ou est-ce que c'est vraiment perçu comme une menace, ou c'est plus un prétexte pour la pérennisation d'un statu quo finalement au Bahreïn et le maintien de la dynastie Al-Khalifa au pouvoir. Merci. Là. Donc on va commencer par le bas, vers le haut. Ah oui, puisque vous avez le micro. Allez-y, puisque vous avez le micro. Il faut en profiter. Du coup, moi, c'était une question pour Monsieur Marcou. C'était donc quelle mesure le soutien de la Turquie aux frères musulmans, ça a pu être un vecteur de tension avec l'Arabie Saoudite? Et surtout, est-ce que du coup, c'est un point commun que la Turquie a avec le Qatar qui a pu jouer en fait dans le soutien de la Turquie au Qatar dans la crise qatari? Merci. Donc.
Bonjour. Donc, deux questions. La première à Igor. Et, concernant, bien sûr, la Russie. Et vous l'avez dit que la Russie réussit à se donner l'image d'un acteur d'une puissance internationale crédible, puisque elle se tient ses alliés jusqu'au bout. On parle du régime de Bachar al-Assad, alors que les États-Unis d'Amérique donc ont lâché leurs alliés depuis 40 ans. Donc, comme vous l'avez dit, par exemple, c'était Moubarak. Est-ce que donc la Russie qui a tendance, qui vise à revenir sur la scène internationale, à jouer une carte, à jouer son rôle au sein du Moyen-Orient, est-ce que, honnêtement, est-ce que vous pensez la Russie a vraiment les moyens politiques, économiques, l'ancrage historique de mener une politique durable au Moyen-Orient? C'est-à-dire, si je pose la question autrement, est-ce que les relations entre la Russie et les monarchies de Golfe sont des relations conjoncturelles qui sont liées à la situation actuelle, ou ça peut être des relations durables? Voilà. Notre question, c'est à Jean-Paul Jourdi. Ça concerne un petit peu le syndrome de Riyad, puisque vous avez parlé que l'Arabie saoudite a toujours scandé la crainte chiite, que ce soit dans le monde arabe ou que ce soit dans les monarchies de Golfe. Ma question, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une vraie volonté, une vraie politique de confessionnalisation de conflits de la part de l'Iran, qui se reflète notamment, alors on l'a vu en Irak, parce que l'Irak c'est majoritairement chiite, mais qui se reflète notamment en Syrie, un pays majoritairement sunnite, se reflète dans les rues, par exemple avec les commémorations de Ashura, quelque chose qui n'existait même pas avant, que le régime syrien ne pouvait même pas tolérer, puisqu'il se trouve dans un pays sunnite. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie volonté de l'Iran de confessionnaliser les conflits, qui finalement sert, quelque chose qui sert à augmenter son influence? Mourad? Mourad, et après vous, et après on finit. Alors moi, c'est un commentaire éventuellement ouvrant à discussion pour Jean-Paul. À propos du budget de la défense iranienne, et notamment le fait que le budget soit de 4 à 5 fois inférieur à celui de l'Arabie saoudite, la problématique dans le budget de la défense iranienne, c'est que ce sont les données données par le gouvernement iranien, mais que les fonds à destination des pasdars, et notamment des pasdarans, sont inclus dans l'économie des pasdarans, qui à la fois est civile et à destination des militaires. Or, le programme de missiles balistiques, par exemple, le programme d'industrie industrialisante à destination de la symétrie, est géré par les pasdars et qu'on n'en a pas connaissance, tout comme un peu ce qui existe au niveau de la Chine. À travers de l'armée populaire chinoise, de libération chinoise, il y a un budget officiel et un budget non officiel. Et les bonyades, par exemple, les fonds, une partie des fonds aussi des bonyades de prélevés lors des zakats ou autres, sont à destination des pasdarans. Donc j'aimerais juste un petit point de vue là. Merci Jean-Paul. À vous. J'aurais également une question pour Monsieur Jourdi. Vous avez évoqué donc le cas de l'Iran qui, de par sa réelle politique... Plus fort, s'il vous plaît. Vous avez évoqué le cas de l'Iran qui, de par sa réelle politique, en fait, profite des fenêtres d'opportunité, donc fait preuve d'un pragmatisme et d'une adaptation en fait aux situations. Alors que de l'autre côté, donc les Saoudiens, de par leur diplomatie donc agressive, sont assez maladroits, donc peu visionnaires. Donc je me demandais en fait si l'Arabie saoudite, de par son entêtement et son mauvais calcul politique, offrirait pas donc à l'Iran le statut de puissance régionale la plus stable, la plus efficace, notamment d'un point de vue stratégique au Moyen-Orient. Merci. Merci. Dernière question. Oui, moi j'ai une question pour messieurs Marcoux et monsieur Delanoë. En fait, ma question elle est simple. Où en sont aujourd'hui les relations entre la Turquie et la Russie? Bon, je sais que là, aujourd'hui, ils vont être obligés de travailler ensemble dans le cadre du règlement de la crise syrienne, mais j'imagine qu'il doit y avoir des problèmes, certaines questions qui risquent de poser problème pour les deux. Je pense notamment à la question kurde, qui risque de créer quelques tensions entre les deux. Merci. Merci. Plus de questions, donc je vais donner la parole de gauche à droite à Jean-Paul. Donc je réponds dans l'ordre. Question sur
mon intervention. Le printemps de la place de la Perle à Manama et l'intervention des troupes saoudiennes de bouclier de la péninsule. Les troupes saoudiennes n'ont pas directement participé à la répression physique des manifestants. Elles sont intervenues pour protéger les infrastructures, raffineries, oléoducs, installations stratégiques, pour laisser les mains libres aux forces de répression proprement bahreïnies. Bon, l'objectif était double, et il est difficile de distinguer les deux. Le premier objectif, c'est sauver le régime monarchique bahreïni d'un éventuel effondrement. Le fait est que début mars 2011, les tensions ont très fortement augmenté avec des manifestations qui se rapprochaient du palais royal au centre de l'île et que la monarchie était susceptible de vaciller véritablement. Donc le premier objectif, c'est sauver une pétromonarchie comparable aux autres pétromonarchies du Golfe. Par ailleurs, il y a un bénéfice qui est que du même coup, on peut réprimer une agitation chiite qui est bahreïno-saoudi, puisque il y a eu des manifestations chiites en Arabie Saoudite pour soutenir les chiites de la place de la Perle, et réciproquement, les chiites de la place de la Perle soutenaient leurs camarades d'Al-Qatif et du Hassa juste en face. Il faut savoir que il y a des tribus qui sont historiquement à cheval entre la rive saoudienne et l'archipel du Bahreïn, aussi bien du côté des sunnites. Par exemple, vous avez des dizaines de milliers de sunnites saoudiens qui votent aux élections bahreïnies. On leur a attribué des cartes électorales bahreïnies au motif qu'ils ont des origines tribales identiques. Et inversement, vous avez des liens confessionnels et politiques très anciens entre les chiites de l'archipel et les chiites du Hassa, pour la bonne et simple raison qu'au Xe, XIe siècle, il y a eu un royaume karmate chiite qui s'étendait sur toute cette région. Donc il y a un double bénéfice, un double objectif qui est de sauver le régime et mater les chiites. En même temps, et ça rejoint les questions sur la confessionnalisation des conflits, là j'ai un peu un point de désaccord avec Laurence Louer. J'ai lu son ouvrage mardi, son ouvrage sur sunnites et chiites qui est sorti il y a une semaine, j'ai lu mardi. Je suis en désaccord un peu sur sa chronologie du rôle des sunnites et des chiites dans le printemps de la Perle au Bahreïn. Elle a tendance à dire, au départ c'était multiconfessionnel et ça a été chiitisé par les partis chiites. Moi, je suis pas d'accord. C'est l'inverse. Les partis chiites, très habilement, ont répété sans arrêt que ça n'était pas un mouvement confessionnel, mais que c'était un mouvement pour les droits démocratiques, une monarchie constitutionnelle, qui avait des sunnites, des chiites, des communistes, des nassériens, etc., ce qui était vrai, et que après, effectivement, il y a eu une chiitisation, parce que la répression du régime s'est d'abord abattue sur les sunnites qui participaient à la place de la Perle. Donc on a dégagé les sunnites emprisonnés, après il ne restait plus que les chiites, c'était facile de dire, c'est les chiites. Bon, sur la confessionnalisation, bon, c'est pas ma spécialité. Ce que j'observe simplement, c'est qu'il y a eu une grosse production bibliographique anglo-américaine, anglo-saxonne pour faire simple, sur les États du Golfe dans la dernière décennie, et que tous ces ouvrages concluent à une confessionnalisation des tensions et des conflits par les régimes en place, et non pas par les minorités chiites, etc. C'est-à-dire que l'un des moyens de lutter contre les tensions politiques, sociales, etc., et en particulier autour des printemps arabes, ça a été de dénoncer des manœuvres sectaires, et du coup, ça permettait aussi de dire c'est les Iraniens, etc. Sur la confessionnalisation du conflit en Syrie, qu'est-ce qui m'a posé la question? Oui, pardon, Zakaria, pardon. Alors, le fait est que, comme je l'ai dit dans mon exposé, les Iraniens jouent sur toute la gamme des actions possibles. Bon, de la diplomatie neutre, une diplomatie pro-chrétienne quand il y a des pro-chrétiens, avec des sunnites quand il faut. Et il y a un certain nombre de terrains sur lesquels ils ont joué
la carte chiite, très clairement. Alors, en Irak, on peut dire qu'il y a une certaine légitimité historique pour des raisons multiples de majorité chiite, de liens étroits entre Najaf, Karbala, les réseaux transnationaux chiites, le fait que tous les Iraniens ont été formés à Najaf et réciproquement. Bon, donc il y a une espèce de... c'est pas trop discutable sur l'Irak, même si évidemment ça s'est traduit par le soutien des Iraniens à Nouri al-Maliki pendant 10 ans, qui était un premier ministre irakien, chiite et dans le sectarisme à toute épreuve. Bon, la question, elle est légitime pour la Syrie parce qu'effectivement, autant les Iraniens n'ont pas eu de difficulté pour légitimer en interne l'intervention en Irak. Bon, c'est le pays voisin, la guerre Irak-Iran, les frontières, etc. Autant il a fallu justifier l'intervention en Syrie. Et là, on a vu très vite que les Iraniens... Alors, quand je dis les Iraniens, c'est justement les gardiens de la Révolution qui sont intervenus à Al-Quds, etc. Ils ont légitimé l'intervention en Syrie par la protection des lieux saints chiites en Syrie, qui étaient effectivement menacés ou détruits par les djihadistes, mais en même temps, les chiites, c'est 1% de la population syrienne, 2% si on est généreux, et même si on ajoute les alaouites, 10 ou 11%, tout ça, ça nous fait 12% de chiites ou assimilés en Syrie. Or, les Iraniens ont très nettement joué cette carte chiite, ce qui a permis de légitimer en interne, en politique intérieure iranienne, ce qui a permis aussi de mobiliser des milices chiites en Irak, avec des chiites afghans, des chiites pakistanais, etc., de faire une espèce de légion étrangère, milicienne, chiite, en Syrie. Et ça, bon, comme les dossiers irakiens, syriens, libanais sont aux mains des gardiens de la Révolution, et non pas des diplomates ordinaires, si je puis dire, la chiitisation du conflit, elle est évidente en Syrie. Et du coup, et là j'avoue que j'ai beaucoup évolué dans mon analyse de la politique iranienne dans la région, autant le concept de croissant chiite ou d'arc chiite n'avait pas de réalité en 2011, autant en 2017, il y a un croissant chiite, entre guillemets, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Bon, il vaut ce qu'il vaut, il est conjoncturel ou pas. Mais en fait, toujours est-il qu'il est physiquement existant depuis que le I est battu. Et maintenant, il y a une autoroute directe. Donc le croissant, la menace que le roi Abdallah agitait en 2004, elle s'est concrétisée. Discours qu'on ne pouvait pas tenir en 2011, 2012 ou même 2013. Mais c'est aussi l'irruption de l'État islamique qui a précipité cette chiitisation un peu de l'argumentaire. Le budget de la défense, je suis entièrement d'accord avec toi, Mourad. L'Iran, c'est un peu comme l'Égypte d'autrefois, la Turquie d'autrefois, où le budget de l'armée, c'était aussi le budget de toutes les œuvres sociales de l'armée, de toutes les entreprises que l'armée contrôlait ou contrôle encore. Bon, les Pasdaran contrôlent encore plus ou moins directement 40% du PIB iranien, et il est bien évident qu'il y a des entreprises dites civiles qui, en réalité, conjoncturellement ou structurellement, peuvent être considérées comme des antennes des gardiens de la Révolution. Beaucoup des principales entreprises de BTP, par exemple, en Iran, sont issues des régiments de la reconstruction des gardiens de la Révolution après la guerre Irak-Iran. C'est-à-dire qu'il a fallu reconstruire toutes les zones détruites par la guerre, dans toute cette zone occidentale de l'Iran. Ce sont les régiments du génie des gardiens de la Révolution qui s'en sont occupés très efficacement, de la reconstruction de Beyrouth, en 2006, après les ravages israéliens sur Beyrouth Sud en particulier. Et donc, effectivement, il est difficile de séparer ce qui est activité de génie militaire des Pasdaran des très grandes entreprises de BTP en Iran. Bon, mais quand bien même si on doublait ou on triplait le budget officiel de la défense iranienne, bon, soyons généreux, on quintuple le budget, on atteint le budget saoudien. Bon. Voilà. Et puis, il y avait une question sur la politique saoudienne est tellement visionnaire qu'elle va faire de l'Iran la grande puissance régionale. Bon, je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Mais si le très brillant et très visionnaire MBS, avec ses visions 2030, 2040, 2050, continue à ce rythme-là, effectivement, je ne suis pas aussi optimiste que certains de mes collègues qui sont intervenus hier sur
la crédibilité saoudienne dans la région. Bon, pour le moment, pardonnez-moi cette formule, mais MBS accumule les mandats depuis 2015 en politique régionale extérieure. Bon, le Yémen, Saad Hariri, la Syrie, je veux dire, c'est échec sur échec. Bon, après, on verra. Hein. Jean. Oui, pour répondre à la question de Nina sur les liens de la Turquie et du Qatar avec les frères musulmans, bon, c'est effectivement, oui, c'est effectivement un aspect, une dimension évidente du problème, notamment parce que la Turquie a apporté un soutien très important à l'Égypte de Mohamed Morsi, également parce que même après l'éviction de Mohamed Morsi, elle a poursuivi, et en particulier Recep Tayyip Erdogan lui-même a poursuivi ce soutien appuyé, notamment cette dénonciation comme un coup d'État, le fait qu'il l'ait répété dans des instances internationales, il a parlé de manière très dure à l'égard du nouveau régime égyptien, ce qui a créé plusieurs incidents diplomatiques. Et tout ça, quand on connaît les relations difficiles de l'Arabie saoudite avec Mohamed Morsi, permet de comprendre effectivement les préventions qu'il pouvait y avoir de la part de l'Arabie saoudite à l'égard de la Turquie. Mais tout ça se passait en 2013. 2014, si j'ose dire, y compris avec pas une rupture des relations diplomatiques entre la Turquie et l'Égypte, mais avec une expulsion de l'ambassadeur turc en Égypte, enfin des deux ambassadeurs, et une réduction des relations à un niveau inférieur. Donc, sans doute ça a joué. Ceci dit, sur la relation entre la Turquie, cette tentative de construire une relation vraiment stratégique avec l'Arabie saoudite, ça s'est passé beaucoup plus tard. Donc on pouvait penser aussi que l'Arabie saoudite savait aussi à quoi s'en tenir sur la Turquie, et qu'on n'était plus sous l'effet direct, je dirais, des lendemains des printemps arabes, où c'est vrai que la Turquie a été une sorte de modèle au moment du déclenchement des printemps arabes, et après est devenu un peu le contre-modèle des hivers islamiques avec le Qatar. Et ça, c'est vrai que les deux ont eu un peu cette image positive au moment du déclenchement. Le Qatar avec Al Jazeera, la Turquie avec l'expérience AKP, etc. Mais tout ça semble avoir eu effectivement à créer une tendance qui était une tendance forte à l'égard désormais du Qatar et de la Turquie. Quelque chose aussi qui a dégradé probablement l'image de la Turquie dans le monde arabe, au-delà de cet appui aux frères musulmans, c'est la répression de Gezi en 2013. Moi, je me souviens d'un lendemain, et notamment c'était très révélateur parce que Recep Tayyip Erdogan devait faire une tournée dans le Maghreb, et cette tournée a viré au cauchemar parce que toutes les personnes, le roi du Maroc qui devait le recevoir ne l'a pas reçu. Ça a été une véritable... En Tunisie, il a été violemment critiqué. En Algérie, il ne savait pas qui rencontrer, mais ça, de toute manière, le problème se serait posé avant. Effectivement, je crois ça a endommagé fortement l'image de la Turquie. Et puis, je réponds également, ou je commence à répondre sur la question sur la Russie. Alors, effectivement, c'est, à mon avis, un des enjeux. C'est pour ça que j'avais ouvert, à la fois pour ouvrir une piste vers l'intervention de Igor, mais également parce que ça me semble être un des enjeux maintenant de la politique étrangère turque, c'est la nature, parvenir à analyser, et cela dans le contexte d'une relation avec les alliés occidentaux qui est extrêmement dégradée, et en particulier avec les Américains, à l'heure actuelle, je pense aux affaires judiciaires qui se déroulent aux États-Unis et qui opposent justement Turquie et États-Unis sur le sujet, c'est de savoir, de comprendre quelle est la nature, effectivement, de cette relation entre la Turquie et la Russie. Et au cœur, comme vous le disiez, de ce problème, on va avoir très vite, dans les
les jours qui viennent, effectivement poser le problème des Kurdes, parce que notamment la Turquie s'oppose à la présence des YPG, enfin du PYD et du YPG, c'est-à-dire des Kurdes syriens, dans les négociations. Or, s'il doit y avoir des négociations et s'il doit y avoir recherche d'une solution, on voit mal comment tous les protagonistes ne seraient pas associés. Donc c'est déjà quelque chose qui a été débattu, où on voit bien apparaître un désaccord d'ailleurs, parce qu'on a vraiment une forte opposition de la Turquie, qualification de terroriste véritablement du PYD, opposition franche de la Turquie sur le sujet, et une Russie qui dit après tout ce n'est pas un obstacle aux négociations. Mais on peut s'attendre aussi à des accords qu'on avait déjà vu se profiler dans la conférence d'Astana, notamment sur le règlement syrien. Alors certes, la Turquie semble avoir accepté le maintien provisoire de Bachar al-Assad, mais quand on va discuter par exemple de la forme définitive de l'État syrien, on peut penser que là, les choses vont commencer à être beaucoup moins simples. Y compris parce que quand on regarde actuellement le rapport de force, je ne sais pas qui est-ce qui disait aujourd'hui, je crois que c'est Mourad qui disait la Russie a gagné effectivement la guerre en Syrie, enfin la Russie et l'Iran. Ça veut dire très concrètement, tu parlais d'une autoroute, c'est que sur la frontière méridionale de la Turquie actuellement, on a une Turquie qui est bordée par l'Iran, la présence de l'Iran, des Kurdes, de la Russie. D'ailleurs, quand on prend la situation avant la guerre en Syrie et les printemps arabes, c'est une situation qui s'est stratégiquement considérablement dégradée pour la Turquie, qui se retrouve un peu prise en sandwich finalement entre la Russie au nord et cette autoroute au sud. Donc voilà. Et je suppose que la Turquie va quand même être extrêmement attentive à ses intérêts dans l'affaire, parce que je me souviens de la réaction de la Turquie à partir de 2013, notamment quand la Russie est entrée dans le jeu. Ensuite, quand la Russie a commencé à entrer militairement dans le conflit en septembre 2015, il y a eu 2 mois après cette affaire d'avions abattus. C'était pas par hasard, c'est parce que la Turquie était vraiment très très nerveuse sur ce qui se passait sur sa frontière sud. Donc je crois que cette alliance, effectivement, entre la Turquie et la Russie, n'a pas encore dévoilé toutes ses dimensions, et notamment ses conflits potentiels. Merci Jean. Igor ? Oui, pour prolonger la réponse de Jean, je suis tout à fait d'accord qu'entre la Russie et la Turquie, il y a ce dossier syrien qui va clairement peser et orienter un petit peu la trajectoire de la relation. Il y a la question kurde, comme a évoqué Jean. Si vous prenez le communiqué final du sommet de Sotchi, qui s'est tenu la semaine dernière, un sommet de Russie, Turquie et Iran. Bon, c'était le sommet des vainqueurs, c'est comme ça qu'ils voulaient le présenter, le sommet des vainqueurs sur l'État islamique. Le communiqué final sur lequel ils s'accordent consiste à dire, sans l'intervention de la Turquie, de l'Iran et de la Russie, finalement, la Syrie aurait été un nouveau havre pour les terroristes, une sorte de terroristan. Et par conséquent, heureusement qu'on a intervenu. Sauf que derrière le terme terroriste, ils mettent pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que les Turcs, eux, mettent les Kurdes, comme a évoqué Jean, et les Russes, eux, mettent les différents groupes wahhabito-salafistes, pro-turcs ou pro-saoudiens, comme vous voulez, alliés à Al-Qaïda ou pas alliés à Al-Qaïda, qu'ils ont combattu. Mais avec les qui, maintenant, ils discutent dans le cadre d'Astana. Je rappelle que des groupes ultra-radicaux comme Ahrar al-Sham, par exemple, ont fini par rejoindre à reculons Astana en septembre, alors qu'au début, ils ne voulaient pas entendre parler, ils s'étaient fait exclure de Riyad quasiment parce qu'ils avaient une lignée beaucoup trop radicale. Et maintenant, les Russes discutent avec eux après avoir balancé des bombes sur la tête. Bon, c'est quelque part ce que les Russes voudraient obtenir des Turcs, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'eau dans leur raki face aux Kurdes et qu'ils acceptent de discuter avec eux de façon pragmatique, froide et objective. À mon avis, ça va être compliqué. Et il y a effectivement, comme l'a rappelé Jean, la question du modèle d'État syrien qui va sortir peut-être un jour de ces discussions à Genève. Aujourd'hui, la Russie est face à 2 choix, si vous voulez. Soit elle décide de soutenir, et pour l'instant c'est ce qu'elle fait, ou de promouvoir un modèle d'État, alors pas fédéral parce que c'est trop, mais décentralisé, un petit peu plus léger,
Auquel cas, elle va faire plaisir aux gens du Golfe, elle va faire plaisir aux Européens, aux Américains, mais elle va se mettre à dos les Iraniens et les Turcs. Soit, au contraire, elle fait plutôt, va dans le sens des Iraniens qui sont un peu dans une logique un peu jusqu'au boutiste sur la Syrie, à savoir il faut se débarrasser de tous les groupes considérés comme terroristes, et principalement aujourd'hui le gros point rouge c'est la région d'Idlib. Et ma crainte, si vous voulez, c'est que si à Genève, on n'aboutit à rien sur le nouveau cycle qui s'ouvre, de discussion, on repart sur un nouveau cycle d'affrontements militaires dans la région d'Idlib, et là, vous avez 3 millions de personnes à Idlib, et ça fait potentiellement beaucoup de réfugiés en plus pour la Turquie qui vont débarquer, et ça, le pouvoir turc aura du mal à s'en dépatrir. Dans le même temps, il y a des dossiers qui vont bien entre la Russie et la Turquie. Très rapidement, l'économie s'est bien repartie, les touristes russes reviennent en Turquie, ça compte beaucoup. Le Turk Stream prend forme, et du gaz russe qui va couler de nouveau dans un nouveau tube vers la Turquie, et les deux restent toujours très très frustrés vis-à-vis de l'administration américaine. Jean a rappelé Gülen, mais il n'y a pas que Gülen, il y a un problème de visa en ce moment entre la Turquie et les États-Unis, donc il y a des dossiers qui tendent à les rapprocher, je dirais un peu mécaniquement. Pas que de Gülen, non, mais il y a aussi les hommes d'affaires qui ont fait du business répréhensible et contourné les sanctions, etc. Non, mais exactement. Donc là, ça, si vous voulez, ça tend mécaniquement à les rapprocher et donc à eurasianiser la politique étrangère de la Turquie avec l'Iran. Sur la question qui a été posée sur le rapprochement avec le Golfe, est-ce que c'est circonstancié, conjoncturel, est-ce que c'est du solide ou pas? Je pense qu'il faut distinguer les facteurs de fond, et tendances de fond, et donc ce qui relève pas du conjoncturel, mais vraiment du temps un petit peu plus long, du purement circonstancié. Sur le conjoncturel, il me semble qu'aujourd'hui, les pays du Golfe ont compris que l'assurance vie américaine ne valait plus ce qu'elle valait avant, et que par conséquent, ils sont dans une logique de diversification un peu de leur partenariat avec des puissances étrangères. On a vu les Saoudiens aller vers les Chinois, c'est pour le pétrole, mais pas forcément que pour le pétrole aussi. On voit le roi d'Arabie Saoudite à Moscou, c'était impensable il y a encore 6 mois ou 1 an. Donc on voit qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-là, et ça, à mon avis, ça relève la tendance de fond. Ils ont compris que maintenant, il va falloir compter avec d'autres puissances pour se protéger. Mais ça révèle aussi, au passage, que la région est toujours incapable de se prendre en main sécuritairement. C'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin d'acteurs étrangers pour assurer leur sécurité. Ils sont incapables toujours de se mettre d'accord entre eux pour assurer leur propre système de sécurité. Ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve depuis des décennies, pour pas dire plus. Dans le même temps, je pense qu'il y a beaucoup qui va dépendre aussi de l'issue du dossier syrien pour les relations entre la Russie et le Golfe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal problème des Saoudiens et des Émiratis en Syrie, c'est plus Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, c'est plus un problème depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'ils ont mis une croix sur le Assad must go. Leur principal problème, c'est l'Iran. Aujourd'hui, ils sont tétanisés par l'ascension de l'Iran. Ils voient ça se passer sous leurs yeux. Ils sont incapables de le gérer. Et pour eux, la Russie apparaît comme un contrepoids à l'influence de l'Iran dans la région. Et c'est pour ça qu'ils ont intérêt à prolonger leur discussion. Et ce qu'ils souhaiteraient obtenir de la Russie, en fait, c'est en gros de monnayer des investissements en Russie, des choses un peu concrètes comme ça, contre une sorte de garantie que l'Iran n'aura pas prise sur le futur politique de la Syrie. Mais ça, les Russes ne peuvent pas le garantir. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ces journées. Je tiens, avant de céder la parole à Jean pour la conclusion, à remercier tous les intervenants d'avoir animé ces 2 journées et surtout féliciter les organisateurs pour la qualité de ces journées. Merci à tous. À toi la parole, Jean. Merci, Jamil. Je voudrais remercier justement tout le monde pour ces 3 sessions superbes, et plus généralement toutes les activités qui ont eu lieu depuis jeudi à la mi-journée. En particulier, bien sûr, je veux remercier tous les participants et les animateurs des sessions. Je veux remercier également nos partenaires, en particulier l'association Monde Arabe. Également, outre les partenaires qu'on a déjà cités, je voudrais saluer la revue Moyen-Orient, qui Carto, qui nous a apporté un soutien justement pendant les sessions, mais aussi en nous offrant une 20aine de numéros. D'ailleurs, certains étudiants voulaient ce numéro, ils l'auront. Je signale d'ailleurs que le prochain Moyen-Orient sera consacré à la Turquie, donc lisez Moyen-Orient. Et puis, je voudrais bien sûr... comment ? Oui, je voudrais remercier le personnel
de Sciences Po Grenoble, également l'entreprise Black Sheep qui réalise justement les clips qui seront mis sur notre site. Donc vous pourrez retrouver tous ces débats sur notre site prochainement. Et puis, je voudrais également remercier un grand mabrouk aux étudiants qui ont participé à la fois à l'organisation des sessions, mais également au débat. Hein. Je crois que ces journées, maintenant, ne pourraient pas être ce qu'elles sont sans la présence des étudiants, et en particulier des étudiants qui se passionnent pour le Moyen-Orient. Je crois que l'émission de radio hier soir a été très représentative de la qualité de la participation des étudiants à cette manifestation. Voilà. Pour le reste, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour de 6e journée qui pourrait être, mon cher Jamil, hein, probablement sur la Tunisie. Moi, je serais que heureux. Mais il y aura peut-être l'année prochaine aussi des 6e journées bis, puisque nous sommes démarchés aussi par le musée pour faire des journées sur l'Égypte. Hein, donc, il pourrait y avoir plusieurs manifestations. En attendant, comme un an, c'est peut-être très long, je signale également qu'il y aura une conférence sur le Moyen-Orient, auquel seront conviés d'ailleurs les étudiants, et notamment pour apporter une participation active, le 9 mars prochain. L'un des organisateurs est dans la salle, c'est Zakaria Taha, mais Claire Marinauer est très investie, et moi-même, bien sûr, je soutiens cette opération. Hein, donc je vous donne rendez-vous à ce vendredi 9 mars hein, sur équilibre et identité au Moyen-Orient hein, au cours des dernières années. Hein, je ne sais pas encore quel sera notre titre. Je ne sais plus s'il y a un titre qui a déjà été arrêté, Zakaria. Voilà, dynamique identitaire et reconfiguration territoriale dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Voilà, donc un sujet qui mobilisera probablement 8 intervenants sur une journée, donc qui, je pense, ne s'adresse déjà plus à une partie de nos deuxième années qui sont partis, mais il y a ici des premières années, hein, notamment du master Méditerranée-Moyen-Orient. Il y a bien sûr tous les étudiants de Sciences Po, y compris les étudiants du bachelor, bien sûr, qui pourront participer à ces journées le 9 mars. Voilà, merci à tous, bonne soirée et bon week-end.